Salut les amis, c'est Sully Perfect, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver après un mois d'absence, comme d'habitude, la durée entre chaque pay-per-view en réalité. Bien, je vais vous parler donc de SummerSlam 2020, avec un nouveau générique, comme vous avez pu écouter, pour des raisons on va dire de droit qui faisaient que mes vidéos étaient partiellement bloquées, partiellement seulement, mais bon. Partiellement quand même, donc j'ai été pioché, j'ai pas pris de risque, j'ai été pioché dans la vaste, vous pouvez le faire d'ailleurs si ça vous intéresse, dans la vaste bibliothèque audio de YouTube. Il y a quand même pas mal de choix. Voilà pour la petite précision. You'll never see it coming, donc c'est le nom du slogan du pay-per-view. Voilà, personne l'aura vu venir, vous ne l'aurez pas vu venir, et ça me fait un peu peur parce que quand on annonce ça, ça veut dire qu'il peut y avoir des grosses surprises. Alors c'est bien d'être surpris, mais attention, on peut être surpris en bien comme on peut être surpris en mal. Donc attention, et on risque à mon avis de finir le show avec les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte. On va bien voir. Donc je vous tourne cette vidéo comme d'habitude avant, avec un peu de temps, un peu d'avance. J'attends pas le dernier SmackDown, sinon ça ferait vraiment trop de peu de temps avant le pay-per-view. Donc je vous la poste dans ce début de semaine, après Raw, comme ça on est avance au maximum quand même, autant que faire se peut, pour voir un peu où on en est dans les storylines et peut-être nous aider aussi dans notre réflexion par rapport au pronostic. En ce qui concerne le lieu, on ne sera pas dans le PC. On sait que la VVE voulait changer un peu. C'est vrai que un show estival comme ça, le deuxième pay-per-view de l'année, être à nouveau au PC, dans notre petite routine, notre petite salle un peu confinée, c'est vrai que c'est pas terrible. On a besoin d'air. Je pense que ça va faire du bien, non seulement aux téléspectateurs, mais aussi aux employés et aux performeurs en particulier, d'aller un peu ailleurs, avoir un plus grand espace pour s'exprimer, et surtout avoir un peu de public, puisque on annonce un public virtuel, donc une sorte de mur de webcam, un peu comme on peut voir dans certains matchs de foot, depuis le déconfinement, on l'a vu. Donc ça va être un peu un système comme celui-ci. Le lieu, on a parlé des environs de Stamford, on a parlé d'Atlantic City, mais il n'en est rien finalement. On va pas très très loin du Performance Center, puisqu'on va rester à Orlando, du côté de Lamway Center, qui justement, vous pouvez le voir sur l'illustration actuellement, c'est tout simplement la salle de basket des Magic d'Orlando. Donc finalement elle est assez connue. Elle a même accueilli le Royal Rumble 2016, le Royal Rumble qui est assez connu pour les débuts d'AJ Styles notamment. Il a aussi accueilli le NXT Takeover Orlando un an après, en 2017. Donc c'est une salle qui connaît déjà le catch, et qui à peu près autour de 18 500, 19 000 personnes de capacité. Mais bien sûr, voilà, elle sera pas occupée à plein, cette salle, bien sûr. Mais ça permet, je pense, des belles entrées peut-être, un peu plus majestueuses, faire des choses qui vont un peu changer de ce qu'on a pu voir ces derniers mois. Ça va faire du bien. Je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de prod, de choses un peu plus extravagantes. C'est SummerSlam, quand même. Je pense au Fiend aussi, qui peut avoir aussi une très belle entrée. Bref, voilà, on va voir ce que ça donne, mais ça me donne un peu plus de hype déjà de savoir qu'on va être dans une salle comme ça, un peu plus grande, que évidemment ce petit PC là, tout est triqué. En termes de ciné-match, il n'y a pas de ciné-match qui a été annoncé pour le moment. Je partirais, s'il devait y en avoir un, je serais bien tenté de parler de Braun Strowman contre le Fiend, bien sûr. Ça paraîtrait le plus logique. Maintenant, on n'en sait rien. On verra bien. On parlera du match tout à l'heure. On va déjà parler un peu des matchs potentiels, comme d'habitude, ceux qui n'ont pas encore été annoncés. Je pense que du côté de Raw, on est pas mal déjà. On a 5 matchs. Il y en a 3 du côté de SmackDown, donc je pense que c'est plus à SmackDown qu'on va un petit peu peut-être en ajouter un ou deux. Donc je vais vous parler surtout de SmackDown. Donc Corbin Riddle. Les deux se tournent autour depuis un certain temps. Maintenant, il y a Shorty G qui arrive un peu from out of nowhere, là, avec une histoire de rançon sur la tête de Riddle. Shorty G, lui, c'est un peu comme Heath Slater, et il a des enfants, il a besoin de bouffer, Et oui, donc, oui, il est pris entre deux eaux.
il a un peu turné heel, mais en même temps il a encore un petit côté face, quoi, parce qu'il a des petits remords, voilà, de faire ça sur le dos de Riddle, et de s'associer à un mec comme Corbin. Donc voilà, une petite histoire autour de ça. Donc Corbin Riddle, match potentiel. Big E Sheamus, ça date seulement de vendredi, là, à SmackDown. On a vu qu'il y avait des petites interactions entre les deux, aussi bien backstage que physique, hein, puisqu'il a carrément porté un brogue kick à Big E aussi, après avoir battu John Morrison. Et ils se sont un peu expliqués aussi backstage, comme je vous disais. Donc on a l'impression qu'il y a un début de feud entre les deux. Et puis Big E qui, de plus en plus, est construit en solo, hein, puisqu'évidemment Kofi Kingston va être absent pendant plusieurs semaines, et Xavier Woods encore aussi pour un bon moment. Donc on sent qu'il y a quelque chose, et peut-être que Big E Sheamus peut constituer un match à SummerSlam, peut-être plus en kick-off. Bon, même si les deux ont de la qualité, hein, mais peut-être que si le match devait avoir lieu, ce serait plus en kick-off. Un match qui serait peut-être un peu plus probable, c'est la Lucha House Party contre Nakamura et Cesaro pour les titres par équipe, parce que là les deux se tournent autour depuis un petit moment. Il y a les petits matchs en simple. Cesaro a battu Lince Dorado la semaine dernière. Là, c'est Grand Metalik qui a battu Nakamura, mais il faut le dire, grâce notamment à une intervention et le grand retour de Kalisto qui fait plaisir. Kalisto qui a d'ailleurs est né le même jour que moi. Ça, c'est pour la petite anecdote. Mais pas la même année, hein, je suis plus vieux que lui. Il est intervenu avec un très beau masque, un peu à la Ultimo Dragon, hein, ça faisait plaisir. Donc on se retrouve un peu à une situation, un peu un 3 contre 2. Peut-être qu'il va y avoir un peu un équilibre des forces, peut-être le grand retour de Sami Zayn, hein, on sait-on jamais. Mais ce match, à mon avis, risque d'avoir lieu. Ça, je pense que c'est beaucoup plus probable. Et au point d'interrogation concernant le titre intercontinental, on sait que AJ Styles va le défendre contre Jeff Hardy, mais seulement weekly, donc vendredi prochain à SmackDown. Ce qui se dit, c'est que c'est un peu le bordel au niveau de l'équipe créative, ce qui fait que on sait pas vraiment comment booker le titre intercontinental. Vince, on lui propose plein d'idées, mais il les rejette tout en bloc, et il réécrit tout, vous le savez. Donc c'est un peu le bordel en termes de booking, notamment pour le titre intercontinental, qui malheureusement est bien parti pour ne pas être défendu à SummerSlam, ce qui explique que le match, que le match de championnat va avoir lieu 2 jours avant à SmackDown. Donc à moins que ça se finisse pas clean et qu'on fasse un rematch à SummerSlam, malheureusement je pense qu'il risque d'être un peu mis à l'abandon pour SummerSlam. C'est bien dommage. À noter aussi, on l'a appris, qu'il va y avoir un autre show, Payback, et oui, carrément Payback, une semaine seulement après SummerSlam, donc le 30 août, une semaine après, Payback. Étonnant comme choix. On parle plutôt d'un espèce de show spécial, un petit, pas vraiment un pay-per-view, mais un show, un show spécial, quoi, comme un peu comme un Fight for the Fallen ou quelque chose un peu comme ça. Mais j'attends quand même confirmation, parce que j'ai aussi entendu parler de main event pay-per-view, de pay-per-view. Donc à voir. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on a un match déjà annoncé, enfin un demi-match, on va dire. On sait que Bayley et Banks vont défendre leur titre par équipe à Payback. Voilà, on ne sait pas encore contre qui. À mon avis, ce sera plutôt contre soit The Iconics, soit contre Ruby Riott et Liv Morgan. Comme elles sont face, je partirai plus vers Liv Morgan et Ruby Riott. Ça, bien sûr, on a le temps d'en reparler. Allez, on va commencer par, maintenant, on va attaquer la vraie carte, les matchs annoncés, parce qu'il y en a quand même 8. On va commencer par, on va aller plus ou moins par ordre d'importance. Mandy Rose contre Sonya Deville, dans une stipulation assez étonnante, dans un hair versus hair match. Et oui, de mémoire, moi j'ai pas de mémoire d'avoir déjà vu à la WWE un hair versus hair match féminin. Donc ça change, c'est bien. On reste toujours dans l'idée de faire évoluer la lutte féminine et de proposer des stipulations que les hommes font habituellement. C'est bien. La storyline, elle date, puisque tout est parti du hacker, du fameux hacker, qui malheureusement, lui, il est un peu décédé. Je crois que là, on a mis maintenant en place cette espèce de faction Retribution là, qui a bien du mal à se mettre en route, mais qui visiblement n'est pas lié au hacker. C'est encore, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. C'est encore un autre délire qui, j'ai l'impression, est en train de se substituer à la storyline du hacker. Bref, tout ça pour dire que donc ça part de loin, cette histoire entre Rose et Deville, avec bien sûr l'Heavy Machinery qui était autour de ça, la rupture avec Ziggler, le match Otis Ziggler à WrestleMania, la victoire d'Otis, le baiser de Mandy,
le couple donc Otis Mandy qui s'est formé, mais on pensait que c'était fini, en fait non, Rose et Deville on continue à chercher les noises après WrestleMania, des petits crépages de chignons, une longue absence là pour Otis et Mandy pendant un petit moment, des petits clips, au bord de la piscine, un peu malaisant, et ils ont fait leur grand retour donc il y a une semaine. Elle a attaqué par derrière, là, Sonya Deville, elle a attaqué par derrière Mandy Rose, une attaque assez violente, et elle lui a carrément coupé une bonne partie de ses cheveux, elle a foutu du rouge à lèvres partout, enfin c'était une grosse attaque, et du coup ça a donné des idées à Mandy Rose qui donc a défié Deville dans ce Hair vs Mare match, ce challenge, qui a été relevé par une Deville un peu surprise d'ailleurs, mais Mandy Rose veut prouver que c'était pas qu'une bimbo, comme tout le monde dit, c'était pas quelqu'un qui ne sait pas catcher, parce que Deville évidemment elle a beaucoup reproché ça, que tout était pour elle, les spotlights, que tout lui était dû, que c'était elle qui voulait toujours se mettre en avant, etc., la pretty face, juste une pretty face, et que c'était que ça. Mandy Rose a répliqué, dit tu crois que tout m'a été dû? J'ai eu 3 jobs dans ma vie en même temps, tu crois que tout m'a été dû? Je me suis battu pour être une superstar, et voilà, et même j'ai gagné un concours de bikini. Bon, le bikini contest, je pense que c'est pas vraiment un bon argument. Bref, ça c'est pas grave. Maintenant le match, ça peut être une bagarre de chiffonnière, ça peut être sympa. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de catch, mais en termes d'intensité, en termes de storytelling, il va y avoir des choses. Parce que au moins la rivalité, elle est installée depuis un bon moment, donc au moins il va y avoir quelque chose. Ça ne vient pas de nulle part, ça date, ça fait plusieurs mois, donc au moins il y a quelque chose. Et puis il y a Tough Enough, si on revient vraiment aux origines de leur amitié, etc. Et oui, de tout ce qui s'est passé entre les deux. Donc ça c'est bien. Au moins il y a quelque chose derrière. C'est pas un truc qui sort de nulle part. Pour la victoire, le pronostic, je vais donner la victoire à Mandy Rose. Un peu facile, mais parce que c'était la victime de l'histoire, celle qui s'est fait déjà couper les cheveux. En partie, elle les a un peu raccourcis, d'ailleurs ça lui va bien, je trouve, cette coupe. Mais plus avec des bouclettes. Quand elle était plus lisse, là, comme on l'a pu voir vendredi, je trouvais un peu moins bien. Bon, ça c'est juste un dégoût personnel. Donc elle s'est fait déjà un peu couper les cheveux, elle a été très victimisée, là, dans l'histoire. Donc classique, donc je retournerai l'affaire et je donnerai la victoire à Mandy Rose, et peut-être que justement depuis qu'elle a trahi sa copine, Deville, elle va peut-être devenir encore plus badass et qu'elle va avoir un crâne rasé. On va retrouver une Deville avec un crâne rasé, je suis en train d'imaginer l'image, avec cette tenue en cuir noir là déjà, un air assez un peu garçonne, avec des cheveux très 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 ras. Franchement je pense que ça pourrait le faire, donc entre les deux, je donnerai la victoire à Mandy Rose, parce que bon, c'est quand même la bimbo dans l'histoire, il faut le dire, Mandy Rose, la petite blonde, ça plaît toujours à Vince McMahon, donc j'ai du mal à imaginer Mandy Rose avec un crâne rasé, quoi, ou des cheveux très 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 courts. Ça sera difficile à imaginer par rapport au côté baby doll que Vince notamment aime bien voir. Je pense qu'elle va être assez préservée à ce niveau-là. Intervention potentielle, oui, parce que c'est vrai il y a un début de feud entre Heavy Machinery et John Morrison et The Miz, qui a été fait aussi, donc il peut y avoir peut-être des petites interventions aussi entre les deux équipes, et faire un 3 contre 3, du coup, à Payback, parce qu'il faut le dire, Payback, ça veut dire aussi vengeance, donc il y aura forcément pas mal de rematchs de SummerSlam qui vont peut-être avoir lieu à Payback, il faut le dire. Aussi, donc peut-être aussi malheureusement des matchs qui vont pas forcément se finir très 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 clean. Donc il y aura sûrement des rematchs. Maintenant là, la grosse tipu, ça risque peut-être de terminer la feud. On verra bien. En tout cas, je donne la victoire à Mandy Rose. Match suivant, match comptant pour le championnat des États-Unis entre MVP et Apollo Crews. Voilà, enfin le match va pouvoir avoir lieu, puisque on le sait, à Extreme Rules il devait avoir lieu et pour des raisons de suspicion de Covid, Apollo Crews ne s'était pas présenté, et du coup, ça s'était transformé en un petit segment, donc on n'avait rien eu, et il s'était autoproclamé champion MVP. Il a fini par revenir quand même à Raw, Apollo Crews. Le match a finalement eu lieu d'ailleurs, et Apollo Crews a gagné. Il a conservé son titre fair and square, mais comme on est en plein début de Retribution, évidemment, en grand heel qu'il est, MVP il a trouvé encore une excuse en disant ouais mais les lumières, il y avait des lumières qui n'arrêtaient pas de clignoter, attendez, et en plus alors, il a été loin dans sa parano, il l'a encore dit hier à Raw,
Je suis sûr que Apollo Crews il a quelque chose à voir avec Retribution, hein, parce qu'à chaque fois que Retribution est là, MVP, enfin Apollo Crews et même ses potes là, Ricochet, Alexander, Ali, ils sont pas là, hein. Il y a quelque chose de bizarre là-dessous, hein. Donc voilà. Donc moi, c'était pas normal. Il y avait des lumières, ça clignotait. J'étais déconcentré, donc je veux encore un rematch. Et bah il l'a quand même obtenu, bizarrement. Et alors le match a été donc booké pour SummerSlam. Qu'est-ce qui s'est passé donc dans le dernier Raw? Eh bien Shelton Benjamin a affronté Apollo Crews. Apollo Crews a un peu pimenté l'affaire en disant oh ben vous aimez bien le business, hein, vous êtes le hard business, vous aimez bien le business. Et ben moi ce que je vais vous proposer c'est que si je bats Shelton Benjamin, et ben Shelton Benjamin et Bobby Lashley seront bannis, ban from ringside à SummerSlam. Comme ça je pourrais te botter le cul à 1 contre 1. Voilà. Et ben justement à l'issue de ce match, victoire d'Apollo Crews donc qui officialise justement cette stipulation donc avec à SummerSlam donc avec Shelton Benjamin et Bobby Lashley qui seront bannis des abords du ring. Alors ce match il était un peu perturbé aussi par Tozawa R-Truth qui était avec sa ceinture 24/7 là qui s'était un peu baladé. Bon bref, c'était de la merde. Attaque à 3 contre 1 sur Crews, du tout le hard business qui s'en prend à lui. Et là, il y a tout le monde qui arrive pour faire le save, Ali, Ricochet et Cedric Alexander. C'est la bagarre générale. Là-dessus, R-Truth revient, se fait prendre un big boot par Benjamin qui au passage récupère le titre 24/7. Et du coup, MVP fait une promo en disant bon, j'en ai assez d'être qu'on me manque de respect comme ça là, par des clowns là comme R-Truth, par des ninjas. Et par toi là, Apollo Crews, et donc moi ce que je te propose c'est de faire un 3 contre 3 un peu plus tard dans la soirée entre le hard business et 3 parmi vous 4. Donc Apollo, tu choisiras 2 partenaires parmi tes 3 copains. Voilà. Au final, comme Alexander s'était pris une, alors faut appeler ça non plus une full Nelson mais une full Lashley, donc c'est la nouvelle finition, la nouvelle prise de finition de Bobby Lashley, il faut l'appeler une full Lashley, le nom je le trouve ridicule, bref. Et donc comme il a cadenassé sa full Lashley assez longtemps sur Alexander, du coup il avait un peu mal, donc c'est ce qu'il a prétexté. Crews il a dit bon désolé Cédric, je vais te laisser te reposer, donc je vais prendre Ali et Ricochet, désolé, voilà, mais je pense que tu comprendras, voilà. Au final, c'était un 3 contre 3 à élimination, qui a été remporté par le Hard Business d'ailleurs, avec notamment Crews qui avait éliminé MVP en clean, d'ailleurs, il avait porté son toss powerbomb, donc il avait éliminé MVP, sauf qu'au final, Lashley a battu Crews, donc ça c'est intéressant, parce que ça peut éventuellement placer Lashley comme légitime pour le titre US éventuellement, si Crews le conserve à SummerSlam. Maintenant, dans l'autre sens, on peut se dire il a battu MVP clean, Crews. Donc on peut se dire il l'a déjà battu à Raw, là il le bat clean encore. Du coup ils vont pas le refaire 3 fois. Donc on peut se dire peut-être que du coup c'est MVP qui va gagner à SummerSlam. Bon voilà, on pourrait se dire ça aussi. Bon, maintenant pour le pronostic, je vais quand même donner la conservation du titre par Apollo Crews, parce que je pense que c'est lui qui doit être mis en valeur, c'est lui qui doit être mis over, par notamment justement MVP, c'est lui qui fait ce travail-là justement pour mettre over au maximum Apollo Crews, donc c'est pas à lui de récupérer cette ceinture, voilà, tout simplement. Ce qui peut être intéressant évidemment, c'est le fait que Shelton Benjamin et Bobby Lashley soient bannis du ring, mais les autres propotes ne sont pas bannis du ring, et je pense notamment à Cedric Alexander, parce que le hard business, MVP, il le drague Alexander depuis quelque temps, il refuse à chaque fois. Alexander, il refuse. Là, évidemment, il a retenté le forcing, puisque évidemment, il a été rejeté il a pas été sélectionné par Crews. Ça peut rappeler un petit peu ce qui s'est passé au War Games féminin, quand Rhea Ripley n'a pas choisi Dakota Kai dans son équipe. Voilà, mais bon, c'était plus oui, parce que pour des raisons un peu physiques. Bon, elle a préféré ne pas la prendre. Bon, il y a un peu de ça. Mais
du coup, même s'il refuse toujours, Alexander, eh ben moi déjà à Raw, j'ai pensé à un heel turn. J'ai pensé à un heel turn. Pour l'instant, il n'a pas lieu. Il a même récupéré le titre 24/7 sur Shelton Benjamin durant la soirée. Bon, il le défendra après face à Tozawa dans un match Joseph et il le gagne. Il le conserve, mais juste derrière, il n'a pas été assez attentif. Et puis Shelton Benjamin le récupérera. Hein, donc le titre 24/7 a fait beaucoup le yo-yo durant la soirée. Donc l'attitude d'Alexander peut être intéressante. Ali et Ricochet peut-être peuvent intervenir aussi, hein, puisqu'ils sont, pour l'instant, ils sont donnés comme au catering, enfin à la cantine. Ils sont à la cantine et Shelton Benjamin et Bobby Lashley seront aussi au catering pour SummerSlam. Non, ils seront à la cantine. Donc, mais Alexander, qui vous dit qu'Alexander ne va pas intervenir, finalement va prendre finalement sa décision et faire gagner MVP. You'll never see it coming. N'oubliez surtout pas ce slogan. You'll never see it coming. Peut-être que Alexander va finalement faire gagner MVP. Maintenant, je pense que ça peut arriver, mais je pense que ce sera pas tout de suite. Je pense tout d'abord à la conservation par Apollo Crews, histoire d'en terminer une bonne fois pour toutes avec MVP, qu'on ne le revoit plus comme challenger numéro 1, et qu'ensuite à Payback, puisque quand même Payback c'est déjà une semaine après, donc il faudra déjà commencer à le builder et à le booker, qu'on ait peut-être justement la deuxième lame, la fameuse deuxième lame dont je parlais déjà pour Extreme Rules, mais le match n'a pas eu lieu, c'était de mettre Bobby Lashley. Parce que je pensais justement qu'à SummerSlam, on aurait Crews Lashley, et on l'a pas eu. Donc là, ça sera peut-être pour Payback, Crews Lashley pour le titre, et c'est peut-être là, pour moi, où, là que Alexander va faire gagner Lashley, et va lui faire gagner le titre US, et trahir Crews. Là, je pense qu'on peut plus l'avoir là. Donc je pense que le heel turn d'Alexander, on risque de l'avoir, mais plutôt à Payback, mais pas tout de suite, pas pour SummerSlam. Voilà, ça va être un peu mon pari. You'll never see it coming. Certes, si je le mets pas pour SummerSlam, bon, ça peut paraître bizarre, mais il y aura plein d'autres matchs où il y aura plein d'autres surprises, à mon avis. Donc, bon, on peut ne pas en avoir une pour ce match. Hein. Donc, conservation par Apollo Crews. Voilà, le match sera, je pense, correct, mais sans plus. Hein. Ça ira peut-être un peu d'overbooking, peut-être une petite surprise, une petite intervention, mais pour moi, il faut que Crews continue son règne, même si, on sait, il est pas fameux, hein, son règne. Bref. Allez, on va passer maintenant au match suivant. Match de championnat tag team d'Euro entre les Street Profits, les champions, et Angel Garza et Andrade. Le build-up, il est assez moche, quoi. Parce que c'est vrai que on est parti sur des histoires d'empoisonnement, Montez-Ford, là, qui s'est fait empoisonner dans sa boisson, il était pas bien. On a découvert à Raw que visiblement, avec des vidéos de caméras de surveillance, on a vu que c'était visiblement Zelina Vega, mais en même temps, il n'y a pas de preuve, parce qu'on l'a vu, oui, elle se met devant le verre, mais on la voit pas, elle cache, donc on ne sait pas vraiment si elle l'a fait. Le tout en plus, on ajoute en plus Demi Burnett, l'ancienne candidate de Bachelor qui dragouille, qui se fait dragouiller par Angel Garza, mais aussi Ivar qui essaye aussi de jouer de ses charmes autour d'elle. Vous mélangez tout ça, ça en fait vraiment de la grosse bouillie. Hein. Franchement, merde quoi. Et puis ouais, du coup, Montez-Ford, on le voit pas pendant un petit moment. Et du coup, tu peux rien builder quoi. C'est de la merde. Ça m'a pas trop plu. Maintenant, le match il peut être bon en soi, hein, mais c'est surtout tout ce qu'ils ont fait autour quoi. Alors, You'll Never See It Coming, encore une fois. Est-ce qu'ils vont nous réserver une surprise? On sait jamais, hein, ce que ça se trouve. Si ça se trouve, on va nous révéler que c'était pas Zelina Vega, ça sera peut-être Demi Burnett, voire Bianca Belair, dont je n'ai pas parlé aussi, qui est de retour, et qui qui s'étripe avec Zelina Vega. Il faut le rappeler quand même que Belair, quand elle avait fait ses débuts dans le main roster, c'était pour, à WrestleMania, s'en prendre à qui? À Zelina Vega. Donc en gros, ça fait 4 mois et demi qu'elle a démarré dans le main roster, et donc, on n'a pas bougé d'un iota. 4 mois et demi, elle est toujours en train de s'étriper avec Zelina Vega, super, Bianca Belair, qui est une fille super prometteuse, et on ne la fait pas progresser d'un iota. C'est la EST of Main Event, quoi. Bref, voilà, ça c'était le petit coup de gueule parenthèse. Donc il y a beaucoup de monde dans l'affaire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qui va
est-ce qu'on va révéler finalement le poteau et qui va être finalement celui ou celle qui a empoisonné Montesford? Si ça se trouve, ça va être une surprise, ça va être Bianca Belair ou Dawkins. Là, personne l'aura vu venir. Au moins, ça ira avec le pay-per-view. Maintenant, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils vont faire splitter l'équipe. Ça n'aurait aucun intérêt. Je veux bien que Montesford soit la vraie star entre les deux. Mais on va pas déjà commencer à les splitter. Hein. Ils ont quand même pas beaucoup d'ancienneté dans le main roster. Belair, je vois pas pourquoi est-ce que sa femme ferait ça, c'est n'importe quoi. Zelina Vega qui avait pourtant donné un bon argument en disant je vais pas, enfin la semaine dernière, elle disait je vais pas empoisonner quelqu'un alors que on a une chance d'être champion avec Andrade et Garza, donc je vais pas empoisonner notre adversaire. Ça serait débile. Et elle avait raison. Donc c'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'au final ce soit elle la coupable. C'est pas encore officiel, mais. Et Demi Burnett, qu'est-ce qu'ils vont foutre avec elle? Caruso. Non mais c'est n'importe quoi. Le seul truc éventuellement j'y réfléchis, ce serait de refaire tourner les Viking Raiders. Voilà. Et que ce soit un coup d'Ivar et d'Eric. C'est le seul truc à peu près potable que je pourrais comprendre éventuellement. Allez, Ivar et Eric. Voilà. Mais bon, j'y crois pas des masses. Bref, le match peut être pas mal. On verra bien. Et pour le pronostic, je vais quand même donner Andrade et Garza, qui tournent autour des titres par équipe depuis un petit moment. Ils ont battu plusieurs fois les Viking Raiders. Donc ce sont vraiment des gros challengers qui sont vraiment légitimes. Donc, et puis bon, les Street Profits, ça fait depuis le mois de février, depuis début mars, depuis juste après Super Showdown, c'était à Raw. Donc ça fait quand même 6 mois qu'ils sont champions. 6 mois qu'ils sont champions. Donc c'est bien de changer. Ils ont eu déjà un règne très très long. Donc je pense que ça sera déjà bien pour des gars qui sont pas là depuis très longtemps dans le main roster. Déjà avoir un règne de champion tag team de 6 mois, c'est quand même pas mal. Donc Andrade, Garza, ça serait bien de changer. Et puis le mérite, je trouve que ça peut faire une bonne équipe. Hein, ils ont mis leurs différents côtés. Là ça y est, maintenant on n'en parle plus du tout des différents entre les deux. Zelina, elle mène bien sa barque. Elle aussi, je pense qu'elle a le droit d'être récompensée aussi à travers ça. Et d'avoir une bonne équipe de champions, hein, une bonne équipe de latinos. Voilà, et puis avec Garza, avec la ceinture, il pourra parader, draguer encore Demi Burnett, Caruso et compagnie. Voilà, il y a des choses à faire. Maintenant, pour Payback, ce sera peut-être justement la révélation de l'affaire. Je me demande vraiment ce qui se trame. Si c'est un match revanche, peut-être un match revanche, où on introduit les Viking Raiders dans l'histoire. Je vois pas 50 000 possibilités, hein, ça va se jouer entre toutes ces personnes-là. Sinon, je vois pas vraiment vers où ils vont aller. Hein. Si c'est pas ça, Ziggler et Rude, enfin, une autre équipe qui aurait des velléités pour être champion. Non, arrêtons. Andrade Garza, allez, on va prendre les titres. Allez, match suivant. Match entre Dominic Mysterio et Seth Rollins dans une stipulation qui a été ajoutée puisqu'il s'agira d'un street fight. Puisque Rollins a autorisé, on va dire, il a dit à Dominique, moi je te laisse le choix des armes, hein, je te laisse choisir dans ta caisse à outils, là tu prends ce que tu veux, tu prends des kendo sticks, tu prends tout ce que tu veux. Maintenant, ce qui est pas très clair, on va dire, c'est que, est-ce que Rollins y a droit aussi? Je dirais a priori oui. Un street fight, c'est un street fight. Donc c'est la même chose pour tout le monde. Je ne pense pas que ce soit un peu comme le match justement entre Ziggler et McIntyre, où Ziggler avait tout pour lui. C'était un Extreme Rules match uniquement pour lui. Là, on n'a pas dit que c'était Rollins qui était handicapé là-dessus. Hein. C'est un street fight, point barre. Donc moi, j'en reste là-dessus. Donc pour moi, les armes sont utilisables par les deux hommes. Il a signé son contrat en tant que WWE Superstar Dominic. Hein, ça y est, il a signé son contrat et le match. On l'a vu donc à Raw cette semaine. Le daron Rey Mysterio qui était de retour avec un cache-œil, évidemment, hein, c'était à prévoir. On sait pas, il dit qu'on sait pas vraiment s'il va pouvoir recatcher un jour. Bon, il nous fait la grande scène du 2 là. Et surtout, un bisutage incroyable où il s'est fait marave comme jamais par Murphy et Rollins, Dominic Mysterio. À 2 contre 1, il s'est fait marave avec des coups de kendo stick. Vous avez vu sûrement les photos sur le torse, sur le dos, il y en avait. Oh là là.
Les marques étaient horribles, horribles à voir. C'était jusqu'au sang. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention. Personne pour l'aider. Pas de Kevin Owens, pas d'Aleister Black, pas d'Humberto Carrillo. Et surtout, pas de Samoa Joe. Puisque, il faut le dire, Samoa Joe aussi, il est dans l'histoire. Il commence à avoir des petites interactions avec le Messiah. On l'a encore vu à Raw aussi. Hein, puisque quand il y avait eu rumeur qui disait que Mysterio serait peut-être là à Raw, du coup Rollins il avait un peu les chocottes et il demandait à Samoa Joe, bon il paraît que voilà il est là ou pas, et Samoa Joe il semble-t-il il avait des infos, donc et il commençait à le faire flipper là Rollins. Il est peut-être là Mysterio, il est peut-être là, mais bon bref voilà. Mais il a pas aidé Dominique la semaine dernière hein, sur les coups de kendo stick, ça j'avoue j'ai pas compris. Bref, en tout cas il est toujours présent dans l'histoire. Et maintenant, il y a eu un retournement des choses, un retour de bâton, hein, si c'est le cas de le dire, où le père et le fils s'en sont pris à Rollins, hein, à deux. Ils ont réussi à évacuer Buddy Murphy et puis et ils ont donné quelques coups de kendo stick à Rollins, qui s'est vite échappé. Voilà où on en est. Donc à une situation un petit peu à 2 contre 2 hein, actuellement. Le pronostic, je le trouve très compliqué à faire. Même si c'est le premier match de Mysterio, et pas n'importe lequel, hein. C'est face à Seth Rollins, à SummerSlam. Waouh, c'est quand même, il n'y en a pas beaucoup qui ont le droit à un tel privilège. Maintenant, est-ce qu'ils vont oser le faire gagner pour son premier match, en solo, à la WWE? On connaît pas vraiment ses capacités. On l'a vu faire 2-3 petites choses, ouais, il sait faire le 619. Ouais, il sait faire un frog splash. Ouais. Il s'est sûrement bien bumpé, voilà, on l'a vu des images, il s'entraîne. On sait qu'il a fait l'école de Lance Storm aussi, donc il a des bases. Hein. Maintenant, jusqu'où peut-il aller? Il peut faire un petit moonsault, peut-être un petit shooting star press. Voilà, il peut faire 2-3 petits trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est intelligent de lui avoir permis d'utiliser des armes, parce que ça va lui permettre aussi d'un peu de masquer. Hein, de camoufler un peu ses lacunes et son côté green. Hein. Donc le fait qu'il ait des armes avec lui, ça permet un peu de compenser. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée à ce sujet, à ce niveau-là. Maintenant, le résultat, ouais, c'est pas facile parce que ça peut tout à fait être une victoire de Dominique grâce à une intervention de son père, par exemple, comme ça peut être une victoire de Rollins par intervention de Murphy, comme ça peut être une victoire aussi de Dominique par intervention de Samoa Joe. Et je serais peut-être bien tenté de faire ça. Les amis. Je mettrais peut-être une pièce sur Dominique sur intervention de Samoa Joe. Puisque, pourquoi est-ce qu'on le ferait intervenir là depuis 15 jours là, 15 jours, 3 semaines, pourquoi est-ce qu'on est en train de le faire intervenir de plus en plus, Samoa Joe? Peut-être qu'il va être enfin de retour, parce qu'il avait eu une commotion cérébrale, c'est vrai qu'il avait eu des petits pépins physiques, hein, il n'avait pas eu de chance hein, en même temps, il se prenait des commotions à chaque fois. Et il devenait un color commentator de très bonne qualité d'ailleurs. Hein. Mais là, on le ressort un peu du bois et on le fait intervenir dans les storylines. Donc, j'ai envie de me dire peut-être qu'il va intervenir, faire gagner Dominique, et pour qu'on ait un payback, le pay-per-view de la vengeance, un Samoa Joe contre Seth Rollins. Ça s'écrit tout seul, ça, non? Moi, je trouve ça pas mal. Moi, j'aime bien cette idée. Pour le grand retour de Samoa Joe sur le ring. Voilà. Et puis si c'est Mysterio, bon bah peut-être qu'à Payback ils peuvent faire un 2 contre 2 aussi. Rey Mysterio Dominique contre Murphy et Rollins, tout simplement. Maintenant, je pense que in kayfabe, je pense que c'est beaucoup trop prématuré de faire intervenir, de faire relutter Rey Mysterio. Hein, il a quand même perdu un œil dans l'histoire. Je pense qu'il faut continuer à le laisser sur le bas-côté. On n'est pas encore très certain en plus de son contrat, hein. On ne sait pas vraiment encore si ça va être s'il va re-signer, s'il va prolonger ou pas. Ça reste son fils, bon on l'a vu que oui, mais lui, ça reste un peu flou. Mais je trouve que ce serait trop prématuré, parce que c'est comme déjà une semaine après, Payback, donc le faire relutter le 30 août, alors que mi-juillet, il s'était fait retirer l'œil, ça fait 1 mois et demi seulement. Ça me paraît trop tôt. Donc c'est pour ça que je vais annuler ce 2v2, enfin je vais pas le mettre. Mais j'aime bien l'idée du Dominique, j'ai arrivé, du Samoa Joe contre Rollins à Payback. Grâce à cette intervention de Samoa Joe qui va gagner Dominique. Voilà.
Ça va être mon pronostic. Et le match peut être sympa. Certes, c'est pas... Oui, Dominique, on n'a pas beaucoup de certitudes, on sait pas grand-chose. On va le voir à l'œuvre. On verra bien. Je vous donnerai mon avis lors de ma vidéo review. Hein. Je serai sans concession, je serai... voilà, comme vous le savez, hein, je suis honnête et très sincère dans mes réactions. Donc s'il est nul, je vous le dirai. Et puis s'il me surprend agréablement, je vous le dirai aussi, hein, vous le savez. Allez, on passe maintenant au match suivant, match entre Bayley et Asuka pour le titre féminin de SmackDown. Oui, je le mets dans cet ordre-là, puisque on le sait, justement depuis Raw, on a vu que Bayley et Banks étaient en train sur le ring pas de se disputer, mais pas loin, pour savoir laquelle va avoir le privilège d'affronter Asuka la première. Eh bien, c'est Bayley qui va s'y coller, elle l'a dit, donc au moins on est fixé à ce sujet-là. Pourquoi est-ce que on en est rendu là? C'est vrai que c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué parce que ces trois filles-là, elles occupent beaucoup l'écran hein, de SmackDown, de Raw depuis plusieurs semaines. Ce sont un peu les MVP hein, actuellement, en l'absence de Becky Lynch et de Charlotte. Donc ce sont un peu les taulières, hein, de la WWE, en l'absence de Charlotte et de Becky. Hein. Ce sont les trois meilleures lutteuses encore en activité. Donc ça paraît logique en même temps de les mettre en avant. Sasha Banks devait défendre de toute façon à SummerSlam son titre face à Asuka, à condition que Asuka batte Bayley à Raw. Ça c'était la condition. C'est ce qu'a dit c'est Sasha elle-même qui a fait cette stipulation. Donc elle met un peu des bâtons dans les roues de sa copine, mais un peu comme Bayley le faisait à l'époque envers Banks, hein, juste retour des choses. Donc évidemment, sans surprise, Asuka a conservé. Enfin, elle n'a pas conservé, mais elle a gagné. Elle a battu Bayley, donc elle a évidemment eu le droit d'affronter Sasha Banks à SummerSlam. Mais évidemment, c'était pas terminé puisqu'il y a eu une bataille royale à SmackDown dans le dernier SmackDown pour désigner justement la challengeuse de Bayley. Une bataille interbrand. Voilà, Raw, SmackDown, NXT. Tout le monde avait sa chance. Donc sur l'idée, c'était bien. Je trouvais ça bien. Maintenant, malheureusement, peu de tickets attribués à NXT, hein, Shotzi Blackheart, on a vu, Tegan Nox, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de tickets pour NXT, et ça m'a déçu, je l'attendais une Rhea Ripley, éventuellement, peut-être une Mercedes Martinez, bon voilà, Mia Yim, non, même pas, Candice LeRae, non, peut-être même Yoshirai, pour aller, sait-on jamais, bon, peu de tickets attribués, et je m'attendais justement à un ticket attribué à NXT, voilà, pour avoir un peu de 209 et une babyface, tant qu'à faire, pour affronter Bayley, ça n'a même pas été Shotzi Blackheart, ça n'a même pas été Tegan Nox, bien que Tegan Nox soit arrivé assez loin dans cette bataille royale. Finalement, on a eu un duel, un beau duel, hein, évidemment, hein, qui donne envie, et qui est toujours ultra protégé entre Baszler et Asuka, et puis finalement, Asuka se sauve miraculeusement en mettant ses deux pieds sur Bayley et Banks qui étaient à l'extérieur. Elle retombe sur elle, donc ça l'a aidé, et elle remonte, et puis bon, elle fait passer Baszler à l'extérieur, et donc elle gagne le droit d'avoir un autre match de championnat la même soirée, donc à SummerSlam. Donc elle pourrait éventuellement être double championne, être Asuka 2 belts. Maintenant, je vous le dis tout de suite, pour le pronostic, je pense pas que ça arrivera, hein. Le Asuka 2 belts, je n'y crois pas du tout, je le vois pas du tout. Ce que je vois, c'est plutôt Bayley qui conserve sa ceinture, parce que déjà c'est la ceinture de SmackDown. Asuka, et on le sait, elle est affiliée à Raw, ça va être le bordel. Si Asuka gagne, il faut arrêter avec ça. Il faut qu'on retrouve l'ordre logique, l'ordre normal des choses. Donc il faut qu'Asuka ne gagne pas le titre de SmackDown. Maintenant, il y a deux façons de faire. Soit Bayley gagne clean, soit il y a DQ, soit il y a disqualification, oui, c'est ça, des comptes extérieurs. Voilà, mais un truc pas clean, de façon à ce que Bayley conserve son titre. Donc évidemment, on pense à une intervention de Sasha Banks. You'll never see coming. You'll never see coming, ce serait si Kairi Sane, qu'on pensait déjà parti au Japon,
interviendrait une toute dernière fois pour faire gagner sa copine et se venger aussi, hein, puisque c'est quand même Bayley qui avait qui avait agressé backstage Kairi Sane, ce qui avait empêché justement Asuka de gagner son match face à Sasha Banks à Raw, le fameux match revanche d'Extreme Rules qui avait été booké par Stephanie McMahon. Voilà, hein, on en était rendu là la dernière fois lors de ma dernière vidéo. Ce match malheureusement elle le gagne par décompte à l'extérieur. Sasha Banks, c'est comme ça qu'elle conserve son titre, ou en tout cas qu'elle le gagne. Un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Elle le gagne ou elle le conserve, hein, selon ce que vous préférez. Donc ça m'énerve évidemment parce que pour moi Asuka n'aurait jamais dû perdre son titre. Là elle se le fait voler. Elle se les fait voler. Déjà Extreme Rules, c'était du vol. Arrow, pareil, décompte à l'extérieur. C'est du vol aussi. Et merde, c'est un cadeau de Becky Lynch. Enfin, Becky Lynch là, elle lui donne les clés quoi. Elle lui dit putain quoi. Là je pars pendant peut-être 1 an voire plus. Maintenant je te donne les clés du camion quoi. T'as gagné le Money in the Bank, mais t'as pas gagné que ça, t'as gagné la ceinture. Et putain, elle fait un super boulot. Asuka, elle fait un super boulot, c'est une super catcheuse, elle nous divertit et tout. C'est pratiquement la lutteuse parfaite à ce niveau-là. Et merde quoi, elle n'arrive pas à faire un règne décent parce que elle gagne finalement peu de matchs clean. À chaque fois, soit c'est des victoires pas clean, soit carrément des défaites quoi. Et y a rien. Regardez, depuis qu'elle est championne à Money in the Bank, il n'y a pas beaucoup de victoires clean hein, d'Asuka. Hein. Pas beaucoup, hein. Même quand elle bat Charlotte, c'est parce que Charlotte, elle s'était fait blesser au bras juste avant par Nia Jax. Ce qui avait occasionné son absence, justement, son work d'absence. Mais c'était pas vraiment clean parce que oui, le bras de Charlotte était déjà un peu endolori. Donc voilà, tout est comme ça. On n'arrive pas à faire gagner Asuka clean. Et c'est ça qui m'emmerde dans son booking. Et puis là, c'est encore pire parce que là, elle perd carrément sa ceinture. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'elle la récupère. Mais ça, je vous le dirai juste après. Bref, là on va parler de bord du match de Bayley. Donc pour moi, conservation de Bayley. Voilà, pour moi c'est ça qui doit arriver. Avec intervention ou pas de Sacha, ça on verra. Voilà. Mais c'est très difficile de pronostiquer, on va dire, le package des deux matchs, parce que il y a énormément de scénarios possibles. Hein. Énormément de scénarios possibles. Quand il y a 2 championnats, une seule fille impliquée dans les 2 championnats, et 2 copines en plus dans l'histoire. En plus, là, on a Shayna Baszler qui était en 2 contre 2 là à Raw avec Asuka pour affronter justement Bayley Banks, et elles ont gagné. Baszler et Asuka, elles ont gagné. Mais il y a eu aussi Nia Jax dans l'histoire, qui est pour l'instant suspendue, mais qui s'attaquait à Shayna Baszler, parce qu'en ce moment Baszler et Jax, elles sont en feud là, elles s'arrêtent pas de se foutre sur la gueule, notamment même à Raw Underground, où Jax l'a foutu, a donné un coup à Marina Shafir là, qui était là hein, d'ailleurs, et Duke. Bref, ça c'est le bordel entre Baszler et Jax. Et donc elles se sont affrontées, elles se sont battues jusqu'en coulisses. Donc du coup c'était du 2 contre 1 pendant un bon petit moment, hein. Asuka face à Bayley Banks, à Raw. Ce qui était plutôt intelligent on va dire, ça permet de bien évidemment de builder une dernière fois, nous donner envie hein, pour SummerSlam, hein, le fait d'avoir ce 2 contre 1 on va dire. Et puis finalement Baszler est revenu en coulisses, elle a aidé Asuka à gagner. Kirifuda Clutch, elle fait quand même abandonner Bayley, hein, Baszler. Je pense pas qu'il y aura un match entre les deux pour le titre de SmackDown. Surtout que Baszler est lié à affilié à Raw. Bon, ces crossovers, ça commence à devenir un peu saoulant. Donc je pense pas qu'on aura de match entre Baszler et Bayley. Mais on sait que Bayley et Banks vont défendre leur titre par équipe à Payback. Je pense qu'elles vont le perdre. Je pense qu'elles vont le perdre. Et justement, il y a 2 possibilités. Soit le perdre contre une équipe qui pour l'instant ne va pas très bien en ce moment, c'est Morgan et Riot. Pour avoir une équipe face, hein. Parce que Iconics, j'y crois pas. Je pense pas qu'ils feront de heal contre heal. Mais Morgan et Riot, qui sont en train de construire petit à petit, bon, même si ça, c'est là pour l'instant, elles sont vraiment encore en tension. D'ailleurs, je trouve ça bête de les mettre en tension alors qu'elles viennent de se rabibocher. Bon, c'est un peu dommage. Je trouve ça un peu maladroit comme booking. Ou justement Baszler et Asuka qui viennent de les battre à Raw. Donc, en quelque sorte, elles peuvent s'attribuer un title shot. Alors que peut-être qu'à Payback, ce sera ça. Ça sera Baszler et Asuka contre Bayley et Banks. Tout simplement. Et peut-être que donc Baszler va avoir son mot à dire à SummerSlam. Peut-être qu'elle va intervenir en faveur d'Asuka. Peut-être. Même si elle dit que bon,
elle est la suivante sur la liste, hein, en gros. Peu importe que ce soit Asuka ou que ce soit Banks, la championne d'Euro, elle s'en fout. Elle est la suivante. Maintenant là, il s'agit du titre de SmackDown, donc là, Baszler, je pense qu'elle a pas son mot à dire. Peut-être dans l'autre, éventuellement. Même si elle dit qu'elle s'en fout de l'adversaire, donc je la vois pas intervenir. Mais, peut-être, dans le coin, peut-être pour le deuxième match, si Banks intervient et fait gagner Bayley dans ce match, peut-être que Baszler va arriver, faire le nombre, ce qui va encore alimenter la feud, si on peut dire, entre ces quatre filles. Et là, on passe, donc je donne conservation donc par Bayley, puis clean ou pas clean, mais ou Asuka gagne par DQ, voilà, mais je vois pas Asuka prendre le titre. Voilà, ça c'était mon pronostic. Je ne vois pas Asuka prendre le titre de SmackDown. Et match suivant, voilà, on passe donc à Asuka cette fois-ci contre Sasha Banks. Bah justement, si Sasha Banks est intervenue éventuellement dans le match d'avant pour faire gagner sa copine, et ben du coup, si Baszler arrive aussi dans l'équation et que ça se bat à l'extérieur entre Banks et Baszler, que ça s'explique entre les quatre filles, et ben peut-être elle va dire que Baszler elle sera dans le coin d'Asuka pour ce match et que bah évidemment Bayley sera dans le coin de Banks. Et donc on va peut-être avoir encore deux filles sur le ring et deux filles à l'extérieur et que ça va continuer à builder déjà le match de Payback, si c'est bien ces quatre filles qui s'affrontent pour les titres par équipe, puisque donc pour l'instant on ne sait pas si les titres singles seront défendus à Payback. Maintenant évidemment c'est normal puisque bah, on sait pas, ça dépendra de Bayley Banks, hein. Elle reste championne single. Je ne pense pas qu'elles se battront deux fois à Payback, hein, a priori. Sait-on jamais. Mais je pense que ça va rester peut-être juste au titre par équipe pour Bayley Banks, mais qu'il n'y aura pas de défense de titre individuel. Asuka, on verra bien. Maintenant, j'aime bien l'idée d'un Baszler Asuka pour prendre les titres, et c'est là que je pense qu'elles vont perdre les titres par équipe, et que c'est là qu'il faudra vraiment foutre la merde entre Bayley et Banks pour de bon. Et pour ensuite aller, c'est pour ça que je vous ai dit que Bayley devrait conserver son titre, pour enfin avoir Asuka, Bayley contre Banks, pour le titre de SmackDown, qu'on attend depuis X temps. Parce que c'est vrai que on tire tellement le fil qu'on se dit, en fait, elles vont jamais le faire. La Vince, il les aime trop, ces filles-là. Il les aime trop en heel, en copine insupportable, là, il les aime trop, et ça va jamais arriver. Mais je pense que c'est quand même le but de l'opération, enfin, j'espère. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, ce Bayley Banks. Pour le titre de SmackDown. Voilà. Donc, Asuka pour moi. Donc là, je vous fais le pronostic du Banks Asuka. Donc là, cette fois-ci, Asuka, elle le gagne, ce putain de match. Elle le gagne. Parce que là, il le faut. Il faut qu'elle le récupère, qu'on récupère l'ordre des choses, et que la ceinture d'Euro aille vers une fille d'Euro. Voilà. Et donc, que Bayley quitte à SmackDown, bah, elle a sa ceinture de SmackDown, et que cette fois-ci, une fois que les titres par équipe seront perdus, bah, cette fois-ci, voilà, Bayley Banks, une fois voilà, qu'on fout qui a encore une friture sur la ligne, un truc qui fout vraiment tout en l'air. Pour moi, c'est la perte des titres par équipe qui doit tout foutre en l'air. Peut-être qu'à SummerSlam, il y aura déjà une grosse graine de plantée, hein. On verra bien. Mais c'est surtout, je pense, c'est surtout Payback qui va, je pense, entériner le truc, et là, qui va enclencher ça, et peut-être que le pay-per-view suivant, qui je crois sera Clash of Champions en septembre, mais c'est à confirmer, c'est là qu'on aura enfin le Bayley Banks pour le titre de SmackDown. Voilà. Et que de l'autre côté, on aura Asuka contre Baszler. Asuka contre Baszler, qui a été, comme je vous le disais, ultra protégée. Ça fait des mois et des mois qu'on a l'impression qu'elles sont pas loin de s'affronter, mais ça n'arrive jamais. On l'a jamais, le 1 contre 1 entre les deux. Voilà, on se souvient du duel final à l'Elimination Chamber, lorsque Baszler a éliminé Asuka pour l'emporter au final. Mais ça l'avait bien protégée, parce qu'elle était un peu blessée au poignet, elle s'est pris une Kirifuda Clutch, mais elle l'a jamais abandonné, hein, c'est juste évanoui. C'était très protégé, déjà. Il y a eu des interactions déjà dans le passé entre Baszler et Asuka. Là, elles ont lutté ensemble, pour dire un but commun, des rivales communes, mais voilà. Mais je pense que pour Payback, il faudra que, ou Payback, pas Payback du coup, mais
mais qui est un match de qualification, peut-être, puisque Jax, elle est en feud avec Baszler. Donc je pense que, une fois qu'elle sera revenue de suspension, je ne sais pas quand, ça n'a pas été dit, il faudrait que Jax et Baszler s'affrontent, je pense, pour être la number one contender, donc peut-être à Raw, voilà, ça sera peut-être à Raw, number one contender match, les deux s'affrontent, et la gagnante affrontera Asuka, la championne de Raw, donc, du coup, soit à Payback, mais j'y crois moins, soit plutôt en septembre, Clash of Champions, si c'est bien ça. Voilà, donc je vois bien ça. Donc Bayley Banks pour le titre de SmackDown, Asuka Baszler pour le titre de Raw. Voilà, là je m'avance très très loin, mais ça me permet de vous donner mes pronostics. Donc Asuka doit récupérer le titre de Raw, c'est nécessaire et c'est même indispensable parce que pour moi c'est du vol. Alors elle aurait jamais dû les perdre. Jamais dû le perdre, ce putain de titre. C'est dégueulasse. J'ai trouvé ça dégueulasse. Tout ça parce que Vince, il adore ses catch chéris, là, ses Force Women. Donc dès qu'il y en a une qui est pas là, il met une autre en avant. Et puis quand on a une autre qui est encore pas là, il met les deux autres. Voilà, il y avait plus que ces deux-là. Et il adore ses chéris. Et voilà, elles sont hyper au-dessus des autres, hein, et beaucoup mises en avant, hein, sûrement trop même, au détriment des autres. C'est ça qui est un peu dommage. Et Asuka, elle essaie d'exister aussi. Voilà, en dehors de ces quatre-là, quoi. Il n'y a plus qu'Asuka, en fait. Et voilà, et Baszler, on est encore loin du compte. Voilà, je suis pas sûr que Vince l'apprécie davantage. Et Nia Jax, elle est au placard aussi, hein. Bon, on connaît ses casseroles. Voilà, on en est. Donc, je pense que Asuka va au moins gagner un titre, mais elle ne gagnera certainement pas les deux titres. Asuka two belts, je n'y crois absolument pas. Pour moi, c'est impossible qu'il y ait Asuka two belts. Sauf miracle, mais je ne pense pas. Allez, match suivant. Match comptant pour le Blue Universal Championship entre Braun Strowman et le Fiend, Bray Wyatt. Mais le Fiend, cette fois-ci, il n'y a pas de doute, c'est le Fiend. On l'a vu venir à des kilomètres, on l'avait dit, j'en ai parlé plusieurs fois, déjà au Money in the Bank quand il a battu Wyatt, et que dans ses yeux, on voyait, en subliminal, des petites images du Fiend. Après, il y a rien eu à Backlash, et on passe au grand retour donc du Fiend finalement dans le Swamp Match à Extreme Rules finalement, où il ressort du marais. Avec une fin un peu bizarre, on sait pas vraiment qui a gagné, qui a perdu, même si ça avait l'air d'être un peu plus Wyatt au point, on va dire, ou en tout cas psychologiquement. Wyatt, comme je vous le disais, à mon avis, le Hilter of Worlds, le vieux personnage, pour moi, il est mort, il est noyé. Par contre, Braun, c'est un peu comme AJ Styles the Boneyard, il s'en est sorti, on sait pas comment, pas d'explication. Enfin, c'est toujours pareil, avec la WWE, des choses, on sait pas vraiment d'où ça sort. Et donc, le Fiend qui revient est intéressant. L'intégration d'Alexa Bliss dans la storyline, on pensait peut-être que ce serait un one-shot lors du Swamp Fight, et elle est revenue dans l'histoire avec, on a cru peut-être un heel turn de Nikki Cross, après une nouvelle défaite, et finalement elle s'en va, elle repousse Alexa Bliss, et là le Fiend arrive, et il lui porte une Mandible Claw, première fois qu'on voyait le Fiend porter une Mandible Claw à une femme, et même à attaquer une femme de manière générale, du coup, la semaine suivante, on a l'impression de revivre un peu la même chose, avec le Fiend qui arrive, avec Bliss qui est à nouveau au centre du ring, assise. On avait l'impression que c'était un peu la même scène, mais rejouée différemment, avec à nouveau une lumière rouge, Bliss sur le ring, assise, mais la fin est un peu différente, puisque on croit qu'il va porter à nouveau une Mandible Claw, sauf que là, Bliss la repousse, lui caresse le visage, il se prend la tête, là, le Fiend, il sait pas trop, là, il est un peu perdu. Et à ce moment-là, dans le grand écran, Braun arrive, filmé d'un peu trop près d'ailleurs, c'était un peu ridicule, et on l'a vu qu'il avait changé depuis le Swamp Fight, il est plus le même, et il dit que là, il est devenu le plus grand son of a bitch que le Fiend n'aura jamais vu. Et tout ce qu'il veut, c'est le Fiend. Il veut le Fiend. Voilà. Et il arrête pas de rigoler, il est un peu malaisant. Voilà, déjà là, c'est comment ça. Je trouvais que c'était bien intégré Bliss, je trouvais que c'était intéressant. Maintenant, ça part un peu à n'importe quoi. On l'a vu encore cette semaine à SmackDown, dans le dernier SmackDown, où Bliss a besoin d'explications. Nikki Cross était contente de la revoir, mais là elle avait pas trop la tête à l'amitié, et elle voulait des explications de Braun. Mais Braun, il a complètement changé. Il revient donc avec un crâne rasé, d'ailleurs.
Il a complètement changé de look. Je trouve que ça lui va pas très bien d'ailleurs, le crâne rasé. Il la regarde pas quand il parle. Tout ce qu'il veut, c'est détruire le Finn, tout simplement. Et elle arrive pas, quoi. Elle dit be careful what you wish for. Elle le gifle. Il s'en fout, Braun. Il commence à la soulever. Elle l'a soulevé dans les airs. Il menace presque le Finn. Il menace pratiquement le Bliss de la faire tomber si le Finn ne vient pas. Et on voit une première lumière s'éteindre, une deuxième, une troisième. Et finalement, il la projette dans les airs. Évidemment, les lumières s'éteignent, on voit rien. On la revoit par terre un peu plus tard. Et là, le Finn est là. Et là, on sait pas pourquoi. Le Braun s'est téléporté. Il a donc des pouvoirs de téléportation, Braun. Il arrive directement du ring vers le grand écran. Pourquoi? On n'en sait rien. Le Finn du coup est sur le ring à la place de Braun. Du coup, les places se sont interverties. Voilà. Et Braun rigole. Il rigole à nouveau. Et ça dure 10 minutes comme ça. Même le Finn, pareil. Ça rigole. On comprend rien. C'est bordélique. Là, on part dans du fantastico drama. C'est vraiment n'importe quoi. Et on sait pas vraiment où ils veulent en venir. Ça pourrait être intéressant, cette relation. On voit qu'il y a des petites inspirations de La Belle et la Bête dans tout ça, avec peut-être un double turn, avec un Braun qui devient de plus en plus féroce, méchant, et un Finn qui devient un peu plus humain, qu'on a un petit peu plus envie de défendre. Donc il y a un peu d'empathie là qui est en train de s'instaurer. Et Bliss aussi pareil, hein. Et quand on l'a vu le caresser le visage l'autre jour, et finalement on se demande si c'est pas elle qui est la seule, qui soit la seule à pouvoir apprivoiser, à contrôler le Finn. Peut-être, c'est peut-être ça l'idée. Maintenant, je sais pas ce que ça va donner. Il peut y avoir pas mal de choses possibles. L'esprit créatif de Wyatt, on le connaît, on sait qu'il est derrière tout ça. Donc on peut lui faire confiance. Maintenant, il y a des choses que j'aime pas trop. Voilà, ce côté un peu magique, on sait pas trop d'où sort pourquoi Braun arrive à se téléporter. C'est ça qui m'emmerde. Maintenant, j'ai une petite théorie qui était un peu folle. Est-ce que on se dit qu'il y a un double turn, donc en termes dans les personnalités, on a peut-être plus finalement envie de défendre le Finn que Braun, mais est-ce que finalement il n'y a pas eu une transposition des corps? Est-ce que finalement c'est pas le Finn qui est en train de pénétrer le corps de Braun, et à l'inverse, est-ce que c'est pas Braun qui est en train de pénétrer le corps de Finn? Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui donnerait l'impression que finalement c'est plutôt le Finn qui s'adoucit, et Braun qui devient de plus en plus dangereux et féroce et vindicatif. Ce qui fait que on pourrait avoir quelque chose d'absolument incroyable, ce qui irait d'ailleurs avec le You'll Never See It Coming, hein, de SummerSlam, le slogan. Peut-être que finalement Braun va gagner, sauf qu'au moment où il va soulever sa ceinture et célébrer la victoire, tout à coup, petit tour de magie, et finalement les corps reprendront leur place initiale, et que finalement c'est non pas le Braun mais c'est bien le Finn qui se lève la ceinture, et que c'est finalement on s'était planté depuis le début, et que c'est finalement bien le Finn qui est champion, et qui finalement était dans le corps de Braun depuis un mois. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là je vais peut-être un peu loin, hein, dans le fantastique, mais maintenant j'essaye de comprendre un peu les attitudes, d'essayer de comprendre les storylines, de comprendre ce que veut faire Wyatt, hein, dans sa créativité, dans ce qu'il veut nous proposer. Voilà. Maintenant, ça va peut-être un peu trop loin. Bliss dans le match sera un élément central, ça c'est sûr. Que va faire Bliss dans ce match? Est-ce qu'elle va intervenir? Je pense. Ça serait un peu bête de l'introduire comme ça sans qu'elle n'agisse à la fin. Maintenant, est-ce qu'elle va pas distraire Braun et le faire perdre? Ça serait peut-être le truc le plus logique. Faire perdre Braun, et que du coup le Finn en profite derrière, Mandible Claw, et il s'impose, il devient champion. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi d'introduire Nikki Cross dans l'affaire, et que finalement, peut-être que Nikki Cross au final va peut-être elle faire la décision, puisque c'est You'll Never See It Coming. Peut-être que finalement c'est Cross qui va faire la décision, alors qu'on l'a pas encore vu dans l'histoire entre Braun et le Finn, hein. On a vu que Bliss. Elle est backstage, elle reste à côté de sa Lexi, voilà. Mais sinon, elle n'est pas intervenue entre le Braun et le Finn. Mais c'est peut-être elle qui va faire la décision, et qui finalement va peut-être faire perdre Braun en disant ensuite à Alexis, mais j'ai fait ça pour toi Alexis, pour sauver notre amitié. J'ai pensé que c'était la meilleure chose à faire. J'ai vu Braun comme il t'a brutalisé. J'ai pensé que c'était la meilleure chose à faire. Et peut-être que finalement Alexa Bliss ne va pas aimer ce qu'elle a fait, et que finalement ça va plus les éloigner qu'autre chose, et qu'elle va peut-être finalement plus rallier Braun comme au début, et que finalement le Finn petit à petit va se dire, ah,
j'ai peut-être trouvé une alliée à laquelle je m'attendais pas. Et petit à petit, peut-être avoir un 2 contre 2 mixte entre Braun, Alexa et Nikki Cross et le Fiend, et que finalement Nikki Cross va peut-être devenir, finalement c'est peut-être elle qui va s'assombrir et qui va devenir un petit peu là. Alors on va pas appeler de ça Sister Abigail ou Abby the Witch, hein, on va arrêter avec ça, mais peut-être ça, son valet ou sa petite protégée, que ce sera peut-être finalement Nikki Cross, puisque de toute façon, voilà, on voit bien dans son booking, Nikki Cross elle perd tout. Elle gagne rien, on n'en fait rien, on veut pas lui donner de victoire significative, donc c'est peut-être le moment de changer complètement, hein, peut-être de l'associer au Fiend. Voilà, là je fais complètement des hypothèses, je pars dans des trucs un peu de dingo, mais pourquoi pas faire un truc comme ça? Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, il n'y a que Bliss qui est au centre de tout ça, on sait pas trop vers quoi ça va mener, donc pourquoi pas aussi, puisque Cross est bien sûr très très lié à Bliss, autant le faire toutes les impliquer dans l'histoire. Pour le pronostic, je vais plus partir vers une victoire du Fiend, parce que pour moi c'était ça l'histoire depuis le début, c'était d'avoir le Fiend contre Braun Strowman pour le titre universel à SummerSlam, ça se racontait comme ça depuis le début, et avec cette fois-ci le sacre du Fiend, qui récupère la ceinture qu'il n'aurait jamais dû perdre contre Goldberg, ça on est d'accord, et finalement un règne assez terne de Braun, franchement, depuis qu'il est champion, depuis WrestleMania, c'est-à-dire 4 mois et demi, c'est vraiment pas terrible son règne. C'est de la merde, j'en reparlerai pas du match de Backlash contre John Morrison et le Miz, dans le 2-on-1 handicap match. C'était de la merde. Donc voilà. Donc passation. Un finish qui protégera peut-être les deux, avec si c'est une distraction de la part de Bliss sur Strowman, ça passera. Voilà. Si c'est une mandible claw, ça protège. Voilà, c'est pas non plus la grosse défaite, tu te prends une mandible claw, voilà, c'est du Fiend, c'est pas non plus déshonorant. Bref, en tout cas, les personnages évoluent, c'est ça, au contact du Fiend. Le Fiend fait changer les gens, notamment Braun, notamment Bliss, qui devient un peu, voilà, pas qui s'assombrit, mais elle est tourmentée. Elle se sent un peu envoûtée par le Fiend, et on a l'impression qu'il y a un petit peu d'empathie, peut-être un peu plus, pour le Fiend. Voilà, ça c'est intéressant à ce niveau-là. Maintenant, intégrer des téléportations, des tours de passe-passe, des rires qui durent 15 minutes. Bon, on passe à autre chose là, les amis. Bon, bref. Voilà, ça m'a un peu énervé. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Donc je donnais la victoire au Fiend. Peut-être que si le Fiend devient face, on n'en sait rien. Peut-être que ça sera une idée faite exprès pour que du coup Otis ne cache pas sur le Fiend, puisque bon, en général, des cash face contre face, c'est rare que ça arrive. C'est plutôt général du face contre heel ou heel contre face. C'est peut-être l'idée qu'Otis, comme ça, il n'aura pas besoin de faire le cash-in sur le Fiend, comme ça le protégera du cash-in. Maintenant, je sais même pas s'ils savent quoi faire de la mallette. La mallette d'Otis, alors là, je crois que ça leur passe au-dessus de la tête, puisque de toute façon, ils ont jusqu'au Money in the Bank de l'année prochaine pour le faire. Donc je pense que c'est pas leur priorité à l'heure actuelle, déjà qu'ils sont en PLS à chaque semaine pour réécrire les trucs. Je crois que là, la mallette, elle sert à rien pour l'instant. Otis, il se balade avec, mais c'est tout. Pour l'instant, donc en ce qui concerne le cash-in, il n'y en aura pas à SummerSlam. Faut pas y compter. On verra ça plus tard. Là, je pense que c'est pas la priorité. Le match, ça sera plus psychologique, ça sera plus du storytelling, pas du grand catch, c'est sûr, avec le Fiend. De toute façon, on sait. C'est vraiment de la psychologie à l'état pur. Ce sera du gros match de Big Man. Maintenant, c'est surtout l'histoire qu'on va nous raconter. Moi, je veux qu'on me raconte une histoire du début à la fin. Si on raconte une bonne histoire avec une fin qui se tient, moi, ça m'ira très bien. Je vais pas donner 3 étoiles et demie à ce match à mon avis, sauf si l'histoire m'est parfaitement racontée. Je monterai peut-être à 3,5, mais faudra pas s'attendre à du grand catch. Allez, match suivant, probablement le main event, je pense. Match pour le championnat de la WWE entre Drew McIntyre, le champion, et Randy Orton, qui continue de punkicker des légendes. Il l'a fait après Edge. Il s'est débarrassé de Christian, du Big Show, et même de Ric Flair. Et oui, même de Ric Flair, qui était devenu un peu son manager, mais qui est son mentor depuis longtemps. On se souvient d'Evolution, bien sûr. Et hier, donc, en tout cas à Raw cette semaine, on s'en doutait. Shawn Michaels, qui est parti un peu
au casse-pipe, mais on s'en doutait. Il s'est carrément pris le combo RKO Pun Kick. Et il a tenté d'intervenir Drew McIntyre, de protéger Michaels, mais derrière c'était la bagarre. Et puis finalement, il est revenu voir Michaels et puis il s'est pris un RKO quoi, comme un con, McIntyre. Voilà, McIntyre et son petit bruit d'épée maintenant dans son nouveau thème. Son thème maintenant, t'as un petit bruit d'épée là. J'aime pas du tout. Je trouve ça con. Je trouve ça con ce petit bruit d'épée. Bref, les promos sont bonnes, sont très bonnes. Avec Rollins et Mysterio, c'est sans doute, même sans conteste, la meilleure storyline actuelle dans le main roster. C'est vraiment Mysterio, Rollins et McIntyre, Orton qui portent Monday Night Raw depuis un mois là. C'est vraiment, y a pas à chier. Ce sont vraiment les meilleures storylines, même si ça fait entrer en ligne de compte beaucoup d'anciens. C'est ça qui est un peu dommage, toujours pareil, au détriment des jeunes ou en tout cas des futurs superstars qui voudraient plus se mettre en lumière. Mais le truc c'est que Orton il est reparti dans son délire de Legend Killer, donc évidemment on lui met dans les pattes des anciennes légendes, quoi, enfin des légendes. Et donc ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, une superbe promo, super moment très émouvant entre Ric Flair et Randy Orton, puisque Randy Orton il s'est retourné un peu contre Flair en lui disant que c'était un boulet en fait. Alors j'ai pas trop compris là. Le motif, c'est un peu con, parce que Ric Flair, il lui a donné un match contre Kevin Owens. Voilà. Et rien que pour ça, il change complètement de son discours. Orton, il dit, je t'ai aimé, oui, mais je t'aime plus maintenant. T'es bon qu'à la retraite, avec ton pacemaker, là. Maintenant, t'es plus bon à rien. T'es un vieux papier croulant, là. T'es pathétique. T'étais qu'un frein, un boulet à ma carrière. Voilà ce qu'il lui a dit. Bon, c'était un peu exagéré, mais Flair qui a fait une super promo, parce qu'il dit moi j'aimerais que tu sois celui qui batte mon record des 16 titres, non pas le record de Cena, mais mon record de 16 titres. J'aimerais que ce soit toi qui le batte. Là, t'en es à 13. J'aimerais bien que tu le gagnes une 14e fois, et puis une 15e, et puis une 16e, et puis une 17e fois. Voilà. Il lui a dit. Et puis, c'était très émouvant cette partie-là. On a même évoqué son fils décédé. Bon, bref, ça a été très loin. Et il était impeccable là-dessus. Et puis finalement, low blow porté sur Ric Flair par Orton. Les lumières s'éteignent, puisque évidemment Retribution qui arrêtait pas de foutre son bordel durant le show. Les lumières s'éteignent. Et puis on n'a pas vu. Et puis il s'est lancé pour un pun kick. Et puis on a vu Ric Flair qui était inanimé. Voilà. Et donc c'est là qu'on a eu donc le segment avec cette fois-ci Shawn Michaels à Raw cette semaine. J'ai une théorie qui je trouve intéressante, qui ne vient pas de moi mais de l'excellent Holly Davis de Wrestle Talk que j'aime écouter régulièrement, mais qui a son défaut on va dire. Ce serait que effectivement on n'a pas vu l'image du pun kick. Alors évidemment on se dit que on se doute que ils l'ont fait pour protéger Ric Flair, pour pas prendre de risques, évidemment, le fait qu'ils aient coupé les lumières, c'est même très intelligent, je pense, d'avoir utilisé la storyline des coupures de courant actuellement avec Retribution pour justement camoufler ça et justement protéger Ric Flair, ça c'est bien, mais c'est vrai que sur le principe, on ne l'a pas vu ce pun kick. Donc la théorie d'Holly Davis que je trouve intéressante, ça serait, est-ce que finalement c'est pas une ruse, et que même Ric Flair est dans le coup, et que finalement il a jamais porté de pun kick à Ric Flair, et que tout ça c'était une mascarade, pour que, au final, on retrouve à SummerSlam le grand retour de Ric Flair, que You'll Never See It Coming, que vous n'auriez jamais vu voir venir, peut-être, pour porter un low blow sur dans McIntyre, peut-être, et faire gagner Randy Orton. Personne l'aurait vu venir, celle-là. Eh bien moi je trouve ça intéressant. Maintenant j'ai juste un problème avec cette théorie, c'est que comment Orton et Flair, si c'était une stratégie ou si c'était un plan, comment pouvaient-ils savoir que les lumières s'éteindraient pile au bon moment, au moment du pun kick, puisqu'on sait que les lumières elles viennent de Retribution, enfin les pannes de lumière, à moins que, alors je vais très loin, à moins que Randy Orton et Ric Flair soient de mèche avec Retribution, voire en soit les leaders, mais alors là on va très très loin dans le délire,
j'ai du mal à le concevoir, franchement, les amis, là. J'ai du mal à concevoir qu'il y ait un rapport entre Orton, Flair et Retribution. Ouais, non, on a bien eu Evolution, ok, mais on va pas avoir un nouveau clan qui va arriver sur le thème comme ça. Retribution. Ta-da-da. Non, ils vont pas. Arrêtons, on va pas faire un Evolution 2.0, voilà. Bref, c'est ça qui me pose problème dans la théorie, dans cette théorie qui mis à part cela, est très intéressante. Très intéressante. Voilà donc où on en est pour le build-up. Pour le pronostic, eh ben, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à me faire un avis. C'est peut-être l'un des pronostics les plus difficiles que j'ai eu à faire de l'histoire de ma chaîne, qui pourtant arrive sur ces 4 ans. Donc imaginez, j'ai beaucoup de mal, parce qu'évidemment, Drew McIntyre fait un excellent travail en tant que babyface champion. Il a fait un super boulot depuis WrestleMania. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il a plus que convaincu. Et il mérite ce règne, il mérite de continuer. Et en même temps, Orton a retrouvé un peu une seconde jeunesse avec cette feud avec Edge et ce retour du salopard, hein, le retour du Legend Killer, le Orton bien vicieux, bien heal, qui n'a de pitié pour personne et qui fait des punk kicks même à Ric Flair, son mentor. Voilà, donc c'est pour ça que c'est difficile et que Randy Orton pourrait très bien également récupérer cette ceinture. Et voilà. Et je vous rappelle aussi ma théorie, enfin c'était pas que ma théorie, j'en avais déjà entendu parler, mais je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes, que peut-être que l'idée ce soit que Orton prenne le titre à McIntyre, pour qu'ensuite il le garde un certain temps, pour revenir sur la feud avec Edge, le temps que Edge revienne de sa blessure au triceps. Mais malheureusement, ça sera pas avant 2021 a priori, hein, le temps qu'ils reviennent. Donc peut-être pour le Royal Rumble, Edge contre Orton pour le titre VVE, conservation d'Orton. Et là, on relance la machine avec Drew. Et cette fois-ci, Drew, à WrestleMania 37, Drew récupérait le titre pour jouer la montre. Et cette fois-ci, qu'il ait son WrestleMania moment devant du public. Voilà l'idée. Je trouverais ça intéressant. Maintenant, WrestleMania 37, c'est loin. On sait pas du tout où on en sera au niveau de la pandémie. Est-ce qu'on pourra avoir du public? Est-ce qu'il pourra avoir sa pop? Etc. C'est vraiment beaucoup trop tôt pour le dire. Donc j'aimerais bien, hein. Moi je trouve que c'est l'idée intéressante, mais est-ce qu'ils vont le faire? C'est quand même très loin tout ça. Voilà, déjà qu'ils sont en train de, à chaque fois, semaine après semaine, de trouver des solutions. Là, ils changent de salle. Voilà, mais c'est jusqu'au mois d'octobre. Après le Amway Center, on sait pas où ils vont aller, hein. Là, on leur prête la salle, mais à un moment donné, la NBA va reprendre aussi, hein, etc. Donc, voilà, il faut trouver des solutions. Il y a Thunderdome, là, avec le système qui va leur permettre de faire des super pyros, des effets spéciaux et tout. Ça va être génial. Ça commence des vendredis à SmackDown. Voilà, ils se donnent. Ça, on peut pas le critiquer, hein. Ils trouvent des solutions. Mais, voilà, là, ils peuvent pas vraiment prévoir ce qui va se passer dans un an et voir s'ils peuvent faire ça. S'il peut y avoir un WrestleMania moment pour Drew et la pop qu'il a pas pu avoir cette année. Bref, j'ai envie de prendre le risque, j'ai envie de donner la victoire à Randy Orton, donc qui prendrait ce 14e titre. Et peut-être intervention de Flair, même si je trouverais ça bizarre. Mais à nouveau, You Never Saw It Coming. C'est peut-être le main event, donc autant marquer le coup pour le main event avec un gros shocking moment. Voilà, je vois pas d'autre. S'il doit y avoir une intervention, j'en vois pas d'autre. À part Flair, voilà, tout le monde qui a été pun kick, voilà, bon ils vont pas revenir. Edge, il est blessé au bras, mais bon, est-ce qu'il peut pas faire une petite distraction? C'est pas impossible aussi, Edge, hein, remarque, vous me direz. Peut-être même, une intervention de toutes les victimes. Peut-être, Edge, Christian peut éventuellement revenir. Flair, c'est un peu un point d'interrogation pour moi. Voilà. Pour moi, Flair, il est absent. Il va être absent. Sauf si la théorie dont je vous ai parlé a lieu et se concrétise. Sinon, pour moi, il est écarté, quoi. Il est écarté des écrans, Flair. Hein. Mais peut-être qu'Edge et Christian vont se venger et vont faire une petite apparition. Voilà, pour distraire Orton. Sait-on jamais.
Mais la première défaite clean, voilà, de Drew depuis qu'il est champion, ça serait une sensation. Mais en même temps, c'est SummerSlam, the biggest event of the summer. C'est peut-être le moment de le faire. Hein. C'est peut-être ça l'idée. Alors, je vais pas parler du cash-in d'Otis. Hein. Arrêtons. Parce que You'll Never See It Coming, j'espère qu'ils vont pas aller jusqu'à ce que Otis ait la possibilité de cacher sur McIntyre. Hein. Parce que pour moi, Otis, il reste SmackDown. Donc pour moi, il ne peut cacher que sur, a priori, que sur le champion universel. J'espère qu'ils vont pas le faire cacher sur McIntyre ou voir Orton. Arrêtons, hein. C'est pas ça, j'espère, le Universal Coming, ça va pas être ça, aussi ça, hein. Une intervention d'Otis, hein. Pour finir le show, avec Monty Rose, là, hein, et ses petits cheveux courts, là. Pas rasés, mais courts, hein, parce que pour moi, va gagner. Qui se ramène comme ça. Oh là là, le show qui se termine là-dessus, sur Otis. Oh non, arrêtons. Arrêtons. Là, je dis n'importe quoi, les amis. Bon, allez, je donne Orton. Et Payback. Bah, il y aura la revanche. De toute façon, je pense qu'on va avoir la revanche, entre les deux. Parce que dans le main-event à Raw, actuellement, il n'y a pas grand monde. Rollins, il est aussi dans les parages, mais comme je vous l'ai dit, je le vois plutôt affronter Samoa Joe. Voilà. Donc, allons-y pas à pas. Et puis d'ailleurs, Samoa Joe, qui peut être aussi, s'il fait son grand retour, peut être aussi construit comme un très très bon babyface pour affronter Randy Orton pour le titre de Raw. Hein. Enfin, pour le titre WWE. Ça peut être aussi pas mal, un Orton Joe. Alors pour certains, ça va être un match qui va être chiant à mourir, Orton Joe. Mais de vieux briscards qui s'affrontent, ce serait une belle récompense aussi pour Samoa Joe, voilà, qui n'a pas eu beaucoup des opportunités au final. Donc voilà, ça serait pas mal. Voilà, là, je vais très loin dans le booking, mais pourquoi pas. Donc allez, je vais jouer la victoire d'Orton. Allez, on y va, victoire d'Orton pour clôturer probablement ce show. Voilà, désolé, 1h10 de vidéo, il y avait beaucoup de choses à dire. Prenez le temps hein, de bien écouter cette vidéo peut-être en plusieurs fois, hein, si vous n'avez pas le temps. Vous pouvez aussi l'écouter en accéléré, en x1,5, x2. Moi, c'est ce que je le fais très régulièrement. Ça permet de raccourcir la durée de la vidéo. C'est une petite astuce comme ça, voilà. Faites-le. Ça reste très audible. En ce qui concerne NXT TakeOver 30, qui va avoir lieu la veille, donc samedi 22, je ferai des petits pronostics, mais comme je vous l'ai dit, NXT, tout ce qui est NXT AEW, je préfère en parler sur Periscope, et donc vidéo qui sera ensuite publiée sur Twitter. Donc si vous voulez m'écouter, savoir mes petits pronostics pour TakeOver 30, TakeOver 30, ça sera entre jeudi et vendredi cette semaine. Il n'y a pas le choix de toute façon vu que c'est samedi, jeudi ou vendredi sur Twitter. Rendez-vous donc sur mon compte SullyPerfect10 avec un 10, SullyPerfect10 pour donc les pronostics. Et vous me retrouverez ensuite sur YouTube pour la vidéo review de SummerSlam mardi. Je la ferai mardi puisque vous le savez, j'aime bien attendre que Monday Night Raw ait lieu pour avoir une review vraiment à jour, le plus à jour possible, pour que vous ayez à nouveau mes réactions plus les retombées de Raw. Je trouve ça bien mieux de le faire comme ça. Et Payback arrive juste après. Ça va être vraiment, on a un programme très chargé, les amis, là. Et Payback, on verra. Si c'est vraiment buildé avec une carte digne d'un vrai pay-per-view, je vous ferai des pronostics. Si c'est juste un espèce de live glorifié, un live un peu plus important, un espèce de Starcade, mais sans que ce soit un vrai pay-per-view, je suis pas sûr de vous faire les pronostics. Ça, on aura le temps de voir. Ça, on en reparlera. Et puis si c'est une carte où on a que 2-3 matchs à annoncer, et lorsqu'on sera en début de semaine prochaine, qu'il faut attendre SmackDown pour avoir une carte complète, ça va être aussi compliqué. Là, à ce moment-là, je vous ferai peut-être des pronostics sur Twitter. Voilà, peut-être que Payback, je vous ferai les pronostics sur Twitter exceptionnellement. Voilà un peu ce qui se trame pour les jours à venir. En tout cas, il y a du boulot. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'ai pris beaucoup de temps, je suis désolé, mais merci de votre fidélité. On se retrouve donc dès jeudi ou vendredi sur Twitter pour TakeOver 30 et donc mardi prochain sur YouTube pour la review de SummerSlam. Donc beaucoup de choses à dire. Likez, hein, je vous invite bien sûr à liker, à partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne pour continuer à la faire grandir et me faire une place au soleil parmi tous mes concurrents youtubeurs qui sont de plus en plus nombreux. Donc c'est pas facile, il y a beaucoup de petits jeunes qui sont talentueux et qui ont des choses aussi à dire. Donc voilà, j'essaie de faire ma place au soleil, de faire aussi ma place au soleil. Donc continuez de me soutenir et à liker au plus grand nombre.
Et donc on se retrouve très 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 bientôt. Mes amitiés à Papy Catch, à G Marc Sens, à Enzo et Cody des rebuts du catch. Hein, abonnez-vous aussi à leur chaîne. Hein, ils le méritent et leur chaîne grandit. Ils approchent petit à petit des 1000 abonnés. Donc ça c'est très bien. Voilà, parlons de catch et de catch au sens large, de puroresu, un petit peu de lucha libre aussi, de deathmatch, et donc VVE, All Elite. Voilà, c'est ça les rebuts du catch. Abonnez-vous aussi si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, je fais aussi ma petite pub pour les copains. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas et plus que jamais, vive le catch et zéro miedo. Ciao à tous.